On peut atteindre jusqu'à 10-12 degrés d'écart entre Paris intramuros et les zones rurales environnantes. Un été sur deux à partir de 2050 devrait ressembler à 2003. Donc 2003, c'est 15 000 morts en France. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des canicules en ville. Changement climatique, bétonisation ou climatisation à gogo, les canicules tuent chaque année des milliers de personnes dans les grandes agglomérations européennes. D'où cette question, comment adapter nos villes aux vagues de chaleur? Pour y répondre, nous recevons Martin Andel, enseignant-chercheur en climatologie urbaine à l'Université de Paris, où il s'intéresse notamment à l'adaptation des villes aux canicules. Bonjour Martin. Bonjour Maxime. Première question, à quel point il va faire chaud dans les décennies qui viennent dans les villes? Quelle va être l'ampleur et la durée des vagues de chaleur en ville? Alors, selon le niveau de changement climatique qu'on atteindra, effectivement, l'intensité, la fréquence des canicules va aller croissante. Ce qu'on sait, c'est que, tel qu'on est parti, un été sur deux à partir de 2050 devrait ressembler à 2003. Donc 2003, c'est 15 000 morts en France. Donc c'est pas une super nouvelle. La problématique que ça pose, il faut pas se dire que rien ne va se passer jusqu'en 2050, hein, parce qu'on a déjà vu cet été, au mois de juin, 40 ou 38. 2019, on avait atteint 42 au mois de juin. Voilà, il y a 10 ans de ça, ça n'existait pas dans les imaginaires. On a fait à Paris, ils ont fait un exercice, Paris à 50 degrés. Ils ont fait le constat en allant chercher que c'était pas exclu qu'un scénario à 50 degrés existe très bientôt. Et forcément, plus l'intensité du changement climatique est pas maîtrisée, plus la probabilité et la fréquence d'événements de type Paris à 50 degrés sera élevée. Donc ça, oui, moi j'entendais Robert. Effectivement, on avait reçu d'ailleurs Alexandre Florentin sur la mission Paris à 50 degrés. Et j'ai entendu récemment Robert Votard, donc le coprésident du groupe 1 du GIEC, qui a pris la succession de Valérie Masson-Delmotte, dire que oui, c'était pas exclu 50 degrés à Paris. Ça, c'est vraiment quelque chose. À quoi c'est dû quand même qu'on puisse atteindre ces chaleurs-là? C'est la suite du changement climatique, hein, donc c'est les rejets de gaz à effet de serre et autres forçages radiatifs, donc perturbation de l'équilibre de chaleur entre le Soleil et ce que la Terre irradie au fil du temps. Donc on est en plein dans l'effet de serre typiquement, la chaleur s'accumulant davantage qu'on ne la rejette en ce moment, du fait d'avoir augmenté les concentrations de gaz à effet de serre. On accumule plus d'énergie dans le système Terre, dans le système climatique, qui comprend l'océan, enfin l'air certes, mais l'océan, les glaces, les terres. Et du coup, cette énergie supplémentaire vient avec des événements de chaleur, notamment en été, plus extrêmes que ce qu'on a pu connaître jusque-là. Donc ça, c'est la chaleur à l'ombre, mais ça veut pas dire que ce sera la chaleur qui sera ressentie en ville, parce qu'il y a un effet d'amplification, ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est? Et par exemple, si d'aventure il faisait 50 degrés un jour à Paris, ça veut dire qu'en ville, concrètement, il ferait combien? Ce serait quoi la différence par rapport à ce qui existe? Donc, l'îlot de chaleur urbain se décrit le plus succinctement comme étant un phénomène d'échauffement local des villes par rapport aux non-villes. Donc, la non-ville, idéalement, c'est des zones sauvages, naturelles, auxquelles l'homme n'a pas touché. Alors, ça n'existe pas trop en Europe. Donc, on prend un peu les zones rurales comme référence. Mais bon, ça reste des zones anthropisées, hein, en fonction de la couverture du sol, de la fauche ou pas fauche. Ça change la dynamique de ce qui se passe en zone rurale. Pour une ville comme Paris, ce phénomène d'échauffement, en moyenne, il fait 3 degrés de plus que 100 villes, donc en zone rurale de référence. Ça dépend beaucoup des conditions météorologiques. Donc une journée grise, pluvieuse, avec beaucoup de vent, on va avoir 0 écart entre la ville et la campagne, en quelque sorte. Par contre, par temps dit anticyclonique, donc ciel clair, donc pas de nuages, faible vent, là on va avoir des contrastes très importants qui vont se développer. On peut atteindre jusqu'à 10-12 degrés d'écart entre Paris intramuros et les zones rurales environnantes. Alors là où il y a une nuance importante à apporter, c'est que cet écart de température maximale se développe surtout en fin de nuit, juste avant le lever du soleil. Donc l'îlot de chaleur urbain, c'est pas combien de degrés en plus par rapport à une journée à 50,
c'est plutôt combien de degrés en plus par rapport à une température minimale. Alors, s'il fait 50, on peut imaginer qu'il fait 30 ou 35 au plus froid. Ça veut dire que là, il fera plus. Et donc l'îlot de chaleur urbain va surtout avoir des conséquences pour les habitants la nuit, quand ils vont vouloir refroidir le logement en ouvrant les fenêtres. C'est là où ça va faire mal, puisque l'îlot de chaleur urbain va rehausser les températures dehors de nuit minimales de jusqu'à 10 degrés, alors en moyenne plutôt 3. Et ça, concrètement, ça veut dire que c'est dangereux parce que on sait qu'on a besoin de se rafraîchir. Si on n'arrive pas à se rafraîchir pendant plusieurs jours, ça risque de poser des problèmes. Alors c'est ce qu'on a vu pendant la canicule de 2003, effectivement, c'est cette mortalité très élevée ou surmortalité très élevée. Pour Paris, on a plus que doublé la mortalité attendue pour la période, sans effet dit de fauche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mortalité avancée, c'est des morts supplémentaires, hein, sur quel que soit l'horizon considéré. Ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, donc parmi les causes, les phénomènes qui ont joué pour cette surmortalité, les chercheurs de Santé publique France ont trouvé qu'on doublait la probabilité de mortalité pour un quart de degré supplémentaire en température nocturne. Alors voilà, ça s'est mesuré avec des satellites, c'est pas une température de l'air directement, mais la nuit ça se décorrèle pas trop, donc Donc ça veut dire, par exemple, il y a un niveau au-dessus duquel ça devient dangereux, je sais pas, 25, 26 degrés, quelque chose comme ça, ou alors c'est une bonne question, et c'est en partie un sujet de recherche. On sait que donc il y a deux phénomènes. Il y a la température de l'air, dont on parle uniquement, paramètre unique auquel s'intéresse le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Vous traversez la rue du côté ensoleillé au côté ombragé d'une rue, vous n'avez rien changé à la température de l'air, mais par contre vous avez changé le ressenti. Et donc justement sur ce ressenti, là on va parler d'une notion qui s'appelle le stress thermique. Donc le stress thermique, c'est l'état physiologique dans lequel le corps doit fournir un effort pour réguler la température interne de 37 degrés. Donc selon vos échanges de chaleur cumulés dans la journée, l'effort à fournir est plus ou moins important. Donc vous allez au soleil, justement, c'est pas que la température d'air est plus élevée, c'est pas que la vitesse de vent est différente. Par contre, vous avez l'énergie supplémentaire du soleil à gérer, et c'est ça qui génère l'inconfort et ce stress thermique additionnel. Il y a aussi l'humidité qui va jouer sur l'efficacité de la transpiration. Donc comme c'est un phénomène cumulatif, ce stress, l'îlot de chaleur urbain va augmenter l'intensité, ou en tout cas réduire le rafraîchissement qu'on arrive à générer la nuit, ou dont on arrive à bénéficier la nuit dans son logement. La question du seuil est excellente, et en fait, il n'y a, à ma connaissance, pas de seuil connu d'exposition au stress thermique. Alors nous, on a actuellement un projet de recherche en cours avec l'INSERM qui s'appelle H3 Sensing, où on équipe des habitants du Grand Paris de stations météo fixes dans leur logement, portables sur des sacs à dos, pour un peu caractériser l'exposition au stress thermique sur quelques journées normales. Et en face de ça, il y a des paramètres physiologiques qui sont mesurés avec différentes montres connectées, avec des questionnaires délivrés par téléphone, pour un peu caractériser, comprendre quelle est la réponse physiologique dans la population active, hein, en bonne santé, pour des stress thermiques qu'on aura mesurés avec ces dispositifs. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, juste avant l'interview, mais moi, je regarde souvent les cahiers de la Pure, donc l'atelier urbanisme de Paris, qui sont très bien faits. Et on voit, par exemple, ils montrent une évolution de la température avenue de l'Opéra à Paris et rue Saint-Onge, de mémoire, dans le 3e arrondissement, donc c'est-à-dire une rue médiévale. L'une est, en gros, ils font ça le 21 juin, et on voit que l'avenue de l'Opéra, il fait à partir de 11h jusqu'à 19h, il fait plus de 50 degrés, parce que c'est exposé au soleil, alors que la rue ombragée, uniquement quand le soleil est à son zénith, elle atteint 50 degrés, mais c'est 1 heure par jour. En fait, le stress thermique, il va beaucoup dépendre de l'urbanisme. Alors le stress thermique, il dépend, peut-être qu'il faut quand même le dire, de 4 paramètres microclimatiques, météorologiques. Donc la température de l'air, évidemment. L'humidité, on l'a dit, pour la transpiration. Le vent va jouer aussi bien sur un confort, on va dire sec. Vous êtes assis en terrasse le soir, vous dites ça manque un peu d'air. Ça ne traduit pas un problème avec la température d'air, ça traduit finalement un manque de vent, de brise. Donc plus l'air circule vite, plus ça vous rafraîchit par le contact avec l'air. Ça renouvelle aussi l'air au contact de votre peau, qui du coup est plus sec et du coup facilite la transpiration.
Et enfin, ça va dépendre aussi de vos échanges radiatifs, donc soit le rayonnement du soleil en journée, soit aussi le rayonnement thermique en infrarouge des surfaces autour de vous qui ont emmagasiné plus ou moins de chaleur qu'elles restituent notamment par rayonnement thermique. Du coup, quand je donnais l'exemple de vous êtes dans la rue, vous passez du côté soleil au côté ombre, en termes de température de l'air, rien n'a changé ou presque. Par contre, en termes de stress thermique, il y a des indices d'équivalence de stress thermique. On est à l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de degrés en moins. Une ombre pleine de bâtiments ou d'un arbre avec une très belle canopée versus plein soleil, c'est à peu près du 10 degrés de différence en ressenti. Effectivement, la morphologie des villes va avoir un gros impact là-dessus. Donc, avenue de l'Opéra, rue assez large, assez ensoleillée. Il y a peu d'endroits finalement où on peut se réfugier. Et en fonction de l'heure, mais ça c'est toutes les rues, la plupart du temps, il n'y a pas d'endroit pour se réfugier du tout, puisqu'il n'y a aucune ombre. Par rapport à des rues très étroites, où là on aura plus d'ombre dans la journée. Alors ça renvoie un peu à la question des mécanismes de formation de l'îlot de chaleur urbain, qui sont souvent listés au nombre de 4. Donc il y a ce qu'on appelle le piégeage radiatif. Donc en fait c'est par rapport à une surface plane, normale, une zone rurale non bâtie, où l'ensoleillement arrive et réfléchit tout de suite vers le ciel, et il y a une part qui est stockée, qui est absorbée. Une rue, la forme tridimensionnelle de la rue va augmenter mécaniquement, toute chose égale par ailleurs, la quantité d'énergie solaire absorbée, puisque la réflexion est répétée entre les façades, la chaussée et les deux bâtiments. Donc on va mécaniquement augmenter l'absorption d'énergie solaire. La nuit, ça joue un peu dans l'autre sens. Les matériaux qui ont absorbé de l'énergie au cours de la journée sur une surface plane dégagée rayonneraient cette énergie vers la voûte céleste, et donc l'énergie serait perdue pour le plancher des vaches. Par contre, pour un piéton, les bâtiments vont masquer finalement la voûte céleste et retenir plus longtemps cette chaleur. Donc ça, c'est vraiment le premier phénomène derrière l'îlot de chaleur urbain, c'est ce paramètre finalement morphologique, le piégeage radiatif lié à cette forme de canyon des rues. Oui, et d'ailleurs, pour bien montrer que c'est quelque chose de morphologique, dans les canyons, les vrais, on a le même effet. C'est pas... Absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré dans les canyons, dans les terres karstiques, en conditions sèches, évidemment. Si on est sous des pluies tropicales, c'est pas la même histoire, mais en conditions sèches, les canyons naturels, avec des en pierre, quoi. Le même phénomène peut s'observer au fond du canyon, alors que c'est pas du tout une zone urbaine. C'est vraiment que ce piégeage radiatif qui rentre en ligne de compte. Alors évidemment, plus c'est végétalisé, notamment dans des climats tropicaux, moins ça sera prononcé. Mais dans des climats tempérés, ça se voit assez bien. Et du coup, cette question de la morphologie se couple avec aussi l'inertie des matériaux, puisque on ne met pas de la terre végétale au sol. C'est un peu là où il y a la limite de cette analogie avec le canyon naturel, c'est que au fond, c'est quand même des terres plus naturelles, soit de la terre végétale plantée, végétalisée, soit au moins un peu de cailloux, quoi. Mais en ville, on utilise des matériaux ingénieriers qui ont une résistance mécanique donnée, etc. Et en fait, ces matériaux ont une très forte inertie thermique. Et du coup, pour une même quantité d'énergie absorbée, ils vont mettre beaucoup plus de temps à la libérer et ils vont la stocker plus longtemps. Alors en journée, il y a un effet positif, c'est que ça va limiter l'échauffement instantané. Par contre, la nuit, ça va pas du tout retomber tout de suite. On peut le sentir rien qu'en posant la main sur un trottoir qui a passé la journée au soleil. Une fois le soleil couché, c'est pas froid du tout. Alors que le bac à sable du jardin du square à côté, lui, dès qu'il passe à l'ombre, ou très vite après être passé à l'ombre, il va retomber en température. Il aura beaucoup moins stocké de chaleur. Comme à la plage, c'est très brûlant en surface et très peu à l'intérieur. C'est lié à la faible inertie du sable. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Tu parlais de... C'est quoi Tu parlais qu'il y avait 4 mécanismes qui permettent d'expliquer cet effet de chaleur. Donc il y a le piégeage radiatif d'abord. Il y a le manque d'évapotranspiration ensuite. On l'a déjà un petit peu évoqué. Donc une zone rurale, une zone non bâtie va avoir des végétaux partout, des terres perméables aussi. Donc les plantes en journée vont faire la photosynthèse. Pour faire la photosynthèse, elles mobilisent de l'eau. Et en fait, il y a une énorme fraction de l'eau mobilisée pour la photosynthèse qui est perdue par évaporation. Et donc cette évapotranspiration par le sol, par les plantes, va limiter le rehaussement de température en journée, puisque les surfaces foliaires vont rester à température assez constante. On écrète des pics de température comme ça.
Oui, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais il me semblait que une plante évapore de l'ordre de plus de 70% de l'eau qu'elle reçoit. Alors, ça dépend évidemment des J'allais dire, essences, ça mais dépend certainement de ouais, l'essence, mais on voit souvent tourner des chiffres du style 90%, ouais. 95%. Alors ça dépend forcément de l'essence, parce qu'on ne peut pas dire ça pour toutes les plantes. Les cactus, c'est clairement pas le cas. mais mais c'est pas non plus les mêmes rythmes métaboliques. Euh, mais effectivement, une énorme fraction, plus de 80% certainement pour la plupart des plantes qu'on connaît en France, euh, évapore l'eau avant de pouvoir l'utiliser pour la photosynthèse. Et donc, c'est ça qu'on n'a pas forcément toujours en tête. On se dit, évidemment, typiquement, les arbres, ça crée de l'ombre, mais il n'y a pas que ça dans le rafraîchissement, c'est aussi que ça renvoie Absolument. de la vapeur d'eau. Absolument. Donc, en passant l'eau de phase liquide en phase vapeur, de phase liquide à phase gazeuse, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Donc, ça, qui augmente effectivement l'humidité de l'air, mais n'augmente pas la température en contrepartie. C'est comme quand nous, on transpire, hein, l'eau qu'on évapore à la surface de la peau emporte avec elle, en s'évaporant, beaucoup de chaleur et du coup nous aide à réguler la température de surface de la peau, ce qui est essentiel pour pouvoir libérer, enfin, régulariser, réguler la température interne. Par rapport à à cette évapotranspiration, la ville, par rapport à la zone non bâtie, est très très sèche, très très minérale, très imperméabilisée, et du coup il y a moins de végétaux, moins de couvert végétal, puisqu'on est plutôt pour une ville comme Paris ou plein de villes autour de 20, 10, 15, 20, 25% de surface végétale. Euh, et c'est beaucoup moins que 100%, forcément. Sachant que ça, c'est une vue d'en haut. Et en fait, la ville, elle est en 3 dimensions et les façades ne sont pas plus végétalisées que les toitures ou les chaussées. Donc, finalement, c'est des ratios vus d'en haut, mais il y a cette 3e dimension dont il faut tenir compte. Euh, et donc, par manque comparatif, hein, relatif par rapport à la zone rurale d'évapotranspiration, on peut avoir, ça aussi, ça va jouer en défaveur de la gestion de chaleur dans la ville. Alors, ce qui est quand même important à rappeler, c'est que ce phénomène d'îlot de chaleur, il est binaire, c'est-à-dire que ça tient à la fois aux propriétés de la ville et aux propriétés de la campagne ou de la zone de référence. Et du coup, selon le climat dans lequel on se situe, on n'a pas du tout les mêmes phénomènes. Donc on peut avoir, si on a une année très sèche, où les végétaux ou les agriculteurs sont en difficulté parce qu'il y a manque d'eau, et ben en fait les plantes en zone rurale vont aussi être en difficulté et vont d'autant moins bien réguler la chaleur en journée euh, pour cette raison. Et du coup, ça va jouer sur ce paramètre d'îlot de chaleur humain, puisque la ville, étant très minérale, elle est assez insensible aux variations de pluviométrie saisonnières. Et donc ça fait bouger l'indicateur îlot de chaleur sans avoir joué sur la ville, juste en ayant modifié ce qui se passe Donc, c'est un en peu un zone rurale. trompe-l'œil, quoi. Voilà, le phénomène d'îlot de chaleur est très intéressant et assez bien connu comme point d'entrée sur les problématiques de chaleur en ville, mais c'est pas du tout exhaustif. Et il y a une certaine complexité dans cet indicateur qui n'est pas toujours saisie, liée à cette dualité de comparaison. Euh, dans les autres mécanismes à l'origine du phénomène d'îlot de chaleur, on a aussi la perturbation de l'écoulement de l'air. Donc les villes sont des choses qui bloquent plutôt bien les vents au niveau du sol. Ça dépend de plein de choses, de la forme des toits, de la forme des canyons, de leur largeur versus hauteur, des vents dominants. Si toutes les rues sont dans le sens du vent, c'est pas la même chose que si elles sont toutes au travers. Ça a surtout des implications sur la qualité de l'air plutôt que sur la chaleur elle-même, puisqu'elle n'est pas très bien transportée par convection, donc par contact avec l'air. Finalement, les villes sont la raison pour laquelle c'est avant tout morphologique le phénomène, c'est parce que le mécanisme de refroidissement premier, c'est ce rayonnement thermique la nuit qui est bloqué par les bâtiments. Avant ces problématiques de vent, il y a beaucoup de régions en Allemagne où on a beaucoup travaillé sur préserver les couloirs de vent, où on a de l'urbanisme assez étalé et des continuums urbains assez importants, où justement c'était un assez fort enjeu de maintenir, de ne pas bloquer les couloirs de vent. Beaucoup de travaux en Asie du Sud-Est aussi. Hong Kong, suite à la crise du SARS-CoV-1, s'est beaucoup penché sur la question de l'aération et de la ventilation urbaine, mais avant tout pour des questions de qualité de l'air. Mais voilà, on est dans des scénarios où, tu as des urbanisations où en fait on a des fronts de mer qui sont complètement fermés, ne serait-ce que la brise de mer. Donc
débloquer ça. C'est un peu ça les travaux du début des années 2000. Et donc le dernier mécanisme qui va rentrer en ligne de compte, ça va être ce qu'on appelle les rejets de chaleur anthropique. Alors chaleur anthropique, c'est un mot savant pour dire l'énergie qu'on consomme. Toute l'énergie qu'on consomme termine tôt ou tard sous forme de chaleur. La seule qui échappe un peu à la règle, c'est la pollution lumineuse. Si on la voit d'en haut, dans les satellites ou de la station spatiale, c'est qu'elle est plus en bas. Mais que ce soit les moteurs thermiques, le chauffage, l'ordinateur à la maison ou quoi, tôt ou tard, l'énergie consommée se dégrade sous forme de chaleur. Et de par la densité d'occupation des villes et du coup de consommation d'énergie dans l'espace, ça peut avoir des impacts sensibles et mesurables. C'est particulièrement vrai de tout ce qui va être climatisation ou trafic, puisque pour la climatisation, pour 1 d'électricité consommée, on va rejeter 3 de chaleur. Les 2 qui manquent viennent de chez vous, de chez nous. Quand finalement, on pompe 2 de chaleur à l'extérieur avec 1 d'électricité, mais c'est les 3 qui se retrouvent dehors. Donc on partage notre chaleur avec les voisins. Donc il y a une espèce d'effet de levier. Et c'est un peu pareil sur le trafic avec les motorisations thermiques, puisque pour 1 d'énergie de mouvement, de déplacement, d'énergie cinétique, il faut consommer 3 d'essence ou de diesel. Et eux, ils terminent sous 3 de chaleur. Concrètement, ça veut dire que dans une ville comme Paris, Marseille, Londres, on a une idée du nombre de degrés que ça ajoute, le trafic, la climatisation, c'est des choses qui sont... Enfin, moi, j'ai vu des travaux un peu là-dessus, c'est des choses qu'on arrive à comptabiliser ou c'est difficile quand même? Alors, ce qui est difficile, c'est de saisir la localisation, parce qu'en fait, quand on traverse devant une file de voitures arrêtées qui ont la clim allumée, on sent bien que ça chauffe. Par contre, c'est finalement assez dilué au niveau de la rue, au niveau de la ville. Là où ça sera le plus sensible, ça sera sur les principaux axes routiers. Donc c'est là où tout ce qui va être politique de limitation de circulation va avoir un effet favorable, c'est qu'on va réduire, en plus des autres nuisances de qualité de l'air, de bruit, etc., les rejets de chaleur. Pour la clim, c'est plus facile à localiser parce que c'est souvent les quartiers de bureaux qui sont les plus climatisés, quelles que soient les villes. Et qui sont climatisés toute la journée, contrairement aux habitations qui sont occupées le soir et le matin ou la nuit, et du coup qui climatisent à des moments où il fait beaucoup moins chaud, et du coup l'intensité de cette climatisation est moins forte. Alors, pour Paris, les travaux des collègues qui s'intéressaient à un scénario type de canicule de 2003, si on regarde un peu les extrêmes, on peut trouver jusqu'à 2,5 degrés d'écart sur l'intensité d'îlots de chaleur urbain entre pas du tout de clim et full clim où on rejette la chaleur à l'extérieur. Parce que, faut quand même le dire, dans la climatisation, on n'est pas obligé de laisser la fenêtre entrouverte avec le tuyau qui souffle. Il y a beaucoup plus performant que ça. Il y a déjà des climatiseurs où la fenêtre est fermée, c'est step one. Il y a centraliser le système au niveau du bâtiment et rejeter la chaleur en toiture. Et aussi, il y a des systèmes centralisés au niveau d'un quartier ou même de la ville, puisque Paris fait partie des villes équipées d'un réseau de froid, donc où on peut se brancher et finalement la chaleur qui est évacuée est transportée à des points un peu singuliers. Donc pour Paris, on se branche beaucoup sur la Seine, mais il y a aussi des tours aéro-réfrigérantes qui centralisent ces rejets de chaleur, qui du coup peuvent se faire en toiture, peuvent se faire avec des techniques qui vont moins échauffer l'air que le système D qu'on achète chez Darty parce qu'on a trop chaud. Et du coup, on peut avoir des rejets plus contrôlés, mieux maîtrisés. La géothermie aussi, on va rejeter la chaleur dans le sous-sol. Ça n'a pas du tout les mêmes impacts sur le microclimat urbain. Oui, c'est un vrai sujet. Alors là, on en a un peu parlé dans l'actualité, mais c'est un vrai sujet à tel point que l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est une des grandes références sur les questions énergétiques, a dédié un rapport à la climatisation et disant que dans certains pays, dans les pics de consommation, j'ai en tête l'Inde et l'Indonésie, on arrive à plus de 45% de l'électricité dédiée à la climatisation. Et je crois de mémoire, on passe aujourd'hui de 1,6 milliard à 5 ou 6 milliards de climatiseurs dans les années 2050. Donc c'est vraiment un phénomène qui n'est pas de l'ordre de l'anecdote, mais qui risque d'être Ah oui, central. c'est clairement autant le chauffage a plutôt pas de chance de se développer de façon exponentielle, autant la climatisation, oui, notamment parce que des pays qui connaissent des climats tropicaux ou subtropicaux vont se développer et eux, le chauffage n'aura de toute façon aucun sens il fait pas assez froid pour en avoir. Par contre, la climatisation va s'installer là où il y en avait pas. Mais c'est vrai pour l'Europe aussi. On le voit déjà en France, le taux d'équipement augmente.
avec chaque vague de chaleur. Un des sujets que tu as commencé à aborder et je trouve qu'il est intéressant, là tu parlais des villes en front de mer et c'est ça qui m'a fait penser que, en fait, les phénomènes d'îlots de chaleur sont très différents d'une ville à l'autre, en fonction de la morphologie de la ville, en fonction des différentes conditions. Les îlots de chaleur à Paris, Toulouse, Rennes, Brest, ils n'ont rien à voir entre eux. C'est une bonne question. Alors déjà, il y a un phénomène, il y a un paramètre climatique. Si je prends plus extrême et que je compare l'Europe de l'Ouest avec l'Arizona, avec des villes comme Santa Fe ou Albuquerque, des trucs comme ça, où ça va renvoyer finalement à cette question de la dualité ville et zone rurale de référence. Dans ces zones-là, la zone rurale de référence, c'est le désert. Et du coup, la ville est souvent mécaniquement plus irriguée, plus verte que la zone rurale. Donc, on a des phénomènes très différents en termes de typologie d'îlots de chaleur. Il y a des choses qui sont des constantes, hein, donc les aspects morphologiques, les rochers de chaleur, les impacts sur l'écoulement de l'air. Mais par contre, voilà, on peut avoir des assez grosses différences sur ce côté évapotranspiration. Dans les grandes lois d'échelle qu'on a sur l'îlot de chaleur urbain, on a des grandes tendances de fond. Plus l'agglomération dont on parle est importante, étendue, peuplée, plus l'intensité va être élevée. Donc Paris, on atteint 12 degrés en pic avec une moyenne autour de 3. C'est pareil pour Londres, en ordre de grandeur. Alors que les autres métropoles françaises sont forcément beaucoup plus petites, aussi bien en extension qu'en population. Et du coup, on aura des intensités plus faibles. Donc on est la moitié en ordre de grandeur sur les intensités maximales, quoi. Mais en soi, dans un pays comme la France, on n'a pas non plus des contrastes, pas encore en tout cas, si élevés qu'on a des différences vraiment fondamentales. On n'a rien de comparable avec ce que je viens de dire sur le climat désertique. Et finalement, si on continue un peu le parcours international des climats, même les climats tropicaux, les grandes villes ont des ordres de grandeur un peu similaires, mais finalement, ça tient moins à leur propriété qu'au climat local, où la ville, même en climat tropical, on arrive quand même à faire pousser en climat tropical, les plantes n'ont pas besoin de mettre de racines dans le sol pour pousser, tellement il y a d'eau dans l'air. Donc même en ville, on arrive à végétaliser les façades, etc., de façon beaucoup plus efficace, en tout cas plus simple. Et donc là, on a des intensités qui sont plus limitées. Pour Singapour, par exemple, on est plutôt à 7 degrés en intensité maximale. Mais c'est aussi parce que le climat tropical, ça vient pour beaucoup du climat tropical lui-même, où on a finalement une journée entière où il fait beau, où il n'y a pas de vent, où il y a le grand soleil, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui peut être particulièrement dangereux parce que c'est dans les villes où, à la fois que tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a un indice de thermomètre mouillé à partir duquel il y a un seuil physiologique à partir duquel on peut mourir. Dans les villes tropicales, si on dépasse 35 degrés et qu'il y a 80% d'humidité dans l'air, là, ça devient très très dangereux justement. Ouais, donc ça renvoie justement à cette question du stress thermique. Donc les premiers indicateurs de stress thermique s'intéressent à plutôt que juste la température de l'air, ils couplent avec un deuxième paramètre. Donc on a l'humidex ou le wind chill index canadien, du service météo canadien. Donc le wind chill, c'est pour tenir compte du fait que quand il y a du vent, il fait beaucoup plus froid qu'on le croit. Et du coup, c'est un enjeu de santé publique, hein. C'est comment ne pas perdre de membres par froid ou de mourir par grand vent, quoi. Et à l'inverse, l'humidex va tenir compte de la température et de l'humidité, puisque du coup, plus il fait humide, moins la transpiration est efficace pour une même température d'air. Et donc effectivement, on sait que quand la peau a une température qui a du mal à descendre en dessous de 36 degrés, là on commence à avoir de sérieux problèmes pour réguler la température interne, puisqu'on n'a plus de gradient entre l'intérieur à 37 et la surface de la peau suffisant pour espérer évacuer la chaleur qu'on produit nous, hein, juste en étant assis à discuter, par exemple, sans parler de courir un marathon. Ou de digérer. Voilà. Et du coup, ça va tenir effectivement avec la température de bulbe mouillée, par exemple, où il faut que l'humidité et la température soient suffisamment faibles pour que la sueur puisse s'évaporer en dessous de 36. Et donc effectivement, tu le suggérais, les collègues qui ont fait des simulations mondiales de climat futur et qui s'intéressent à ce couplage font remonter des signaux très inquiétants sur l'habitabilité en extérieur des zones tropicales et même subtropicales, parce que les zones où on va atteindre ou dépasser ces seuils dangereux de température-humidité
vont s'étendre. Alors il y en a déjà plein qui existent, hein. Le subcontinent indien est déjà concerné. Il y a plein de zones dans le monde qui sont déjà concernées par ça quelques jours par an. Mais là, on parle genre, je ne sais plus si c'est 2050 ou 2100, mais de zones entières, de continents entiers, l'Indonésie notamment, qui risquent de devenir inhabitables à l'extérieur. Moi, j'ai interviewé Camille Mora donc, de Ok. l'université d'Hawaï sur cette Voilà. question-là. Et en 2100, en scénario RCP 8.5, enfin bref, le scénario du pire, 76% de la population mondiale donc effectivement est exposée plus de 20 jours par an à des températures qui seraient létales, enfin considérées comme létales. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sort dans la rue qu'on Non, va mourir, mais mais si on y passe la journée, on ouais. risque d'être très très mal. Donc 76%, effectivement, beaucoup Indonésie, Inde, Golfe de Guinée, mais aussi New York, je crois que c'est plus de 60 jours par an. Enfin, Oui, ça Alors, concerne aussi le continent américain. Ouais. nous, on est très peu exposé à ça parce que l'humidité ne sera pas si importante en Europe. En revanche, on voit quand même qu'il commence à y avoir des morts de manière importante en Europe. Là, la dernière canicule de fin juin à début juillet a fait plus de 2300 morts en Europe, 235 rien qu'à Paris. Je crois que c'est la deuxième ville la plus mortelle derrière Milan. Comment on explique, et dans les canicules précédentes, on a vu que Paris était une ville où il y avait beaucoup de morts liées à ces questions-là, de stress thermique, enfin de canicule. Comment on explique que Paris soit parmi les villes européennes les plus dangereuses en temps de canicule? Je ne sais pas expliquer que Paris particulièrement soit la pire, même si il y a des travaux qui ont été publiés dans le Lancet il y a 2-3 ans qui classaient Paris parmi les villes les plus dangereuses et où on risquait le plus de mourir en raison de canicules ou de pics de chaleur. Euh, mais finalement, la question qu'on peut poser, c'est ouais, pourquoi est-ce qu'à Paris c'est un problème et pas à Marseille, Euh, alors qu'il fait plus chaud à Marseille. Et donc c'est là où ça va tenir compte aussi bien du tissu urbain tel qu'il est, comment est conçue une rue parisienne ou un bâtiment parisien, où justement ces événements de chaleur-là sont pas trop pris en compte dans la conception historique. Il y a la taille de l'agglomération qui va venir, qui est pas du tout la même évidemment, donc qui va intensifier ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Puis aussi il y a les pratiques. Alors les pratiques et la conception vont un peu ensemble, en tout cas les usages de la ville vont un peu ensemble, où on sait dans les villes du sud de l'Europe, si on imagine une rue entre midi et 16 heures, il n'y a pas grand monde, notamment parce que beaucoup de pays du sud pratiquent la sieste, pourraient s'éviter de déambuler dans les espaces publics au moment où ils sont le plus inconfortables. En France, on ne fait pas trop ça, en tout cas pas à Paris. Et puis il y a tout un tas de réflexes sur la gestion de la chaleur. Donc fermer les volets le jour, bien aérer la nuit. Avoir des volets. Avoir des volets. Donc Non, mais on voit la conception. Hein, je bien dis sûr. ça parce qu'à Paris, il y a énormément de bâtiments publics, même d'habitations qui n'ont pas de volets. Tout à fait. Tout à fait. Il y a effectivement. Ça fait partie de cette histoire de conception historique où et puis plus on monte au nord de l'Europe, hein, moins il y a de volets. À Rotterdam, où se tenait la conférence internationale de climatologie urbaine il y a quelques jours, il n'y a quasiment jamais de volets extérieurs. Donc ça veut dire que c'était une architecture bioclimatique, entre guillemets, historique, vernaculaire, pour accueillir la chaleur, parce que c'était adapté à des climats qui n'étaient pas trop chauds. Mais aujourd'hui, ces architectures-là vont être obsolètes, entre guillemets, parce qu'il va y avoir des chaleurs très chaudes, y compris à Rotterdam, y compris dans ces régions-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où la chaleur n'était pas un sujet, ou en tout cas pouvait peut-être être négligée sur ces habitations ou ces bâtiments sans volets, la question de l'adéquation future de cette conception avec les climats qui viennent n'est pas du tout garantie. Et donc effectivement, ça imposera une réflexion sur comment on adapte le bâti à ces chaleurs extrêmes. Les volets, c'est la base, on va dire, empêcher le soleil de rentrer. Et donc effectivement, toutes ces régions, mais Londres aussi, sont concernées par cette réflexion qu'il faut avoir collective sur comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place comme levier. Justement, on va parler des questions d'adaptation. On a bien dressé le constat de ces problématiques. Première question, en tout cas, je pense que c'est la première qui vient à l'esprit des gens, c'est la végétalisation. Et on voit qu'il y a tout un mouvement de végétalisation des villes. Quel est le rôle qu'ont les végétaux dans la végétalisation des villes? Quel rôle jouent les parcs?
quel rôle est imputable à la création d'ombre avec les arbres ou à l'évaporation? Enfin bref, est-ce que tu peux nous faire un panorama du rôle joué par la Hmm. végétalisation dans le rafraîchissement des villes et à quel point on peut jouer sur ce levier-là? Alors, il y a une question d'échelle dont qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'agglomération en entier, développer par la végétalisation l'évaporation d'eau, donc dans notre jargon on dit la chaleur latente, c'est le phénomène, le levier principal et qui est le plus poussé par la communauté au sens large. Pousser l'évaporation d'eau pour limiter l'élévation de température et le stockage de chaleur en journée. Donc toutes les mesures de végétalisation à l'échelle d'une agglomération vont aller dans le bon sens pour cette raison-là. À plus petite échelle, donc là, quand je dis grande échelle, on parle justement du climat urbain, de l'îlot de chaleur. Si on zoome un peu plus en journée sur un espace public donné, sur un arbre de rue, d'alignement de rue par exemple, quand on passe sous l'ombre d'un arbre, c'est un peu similaire à ce que je disais tout à l'heure sur l'arbre d'un bâtiment ou d'un arbre très développé, d'un plus âgé, on va avoir un impact sur le stress thermique, pas forcément directement sur la température d'air, mais on aura un impact sur ce stress thermique parce qu'on coupe le rayonnement solaire à ce moment-là. Et donc, on peut aller sur les ombrages les plus développés jusqu'à 10 degrés en ressenti, en équivalent de stress thermique. On a aussi de l'évapotranspiration sur un arbre d'alignement, ou comme on a sur un parc. Par contre, comme il est beaucoup plus isolé, on n'aura pas un effet masse, un effet critique ou seuil où ça sera sensible. C'est très difficile de mesurer une réduction de température sous un arbre par rapport à dans un parc. Parce qu'il y a un peu ce phénomène de masse, de masse critique, quoi, qui va manquer. Pour autant, c'est pas parce que l'arbre est fourni avant tout de l'ombre dans la rue qu'il faut pas s'assurer qu'il a de l'eau, aussi bien pour sa survie, parce qu'un arbre qui ne survit plus ne fait plus d'ombre, et sa bonne santé, mais aussi parce que néanmoins, même si on a du mal à le quantifier avec un thermomètre, ça contribuera à réduire la température de l'air. Dans un parc, voilà, les ordres de grandeur qu'on peut retrouver, alors, dans les recherches un peu internationales où on compare plein de parcs entre eux, on trouve une moyenne autour de 1 degré. Alors ça, c'est un peu toute météo comprise. Pour Paris, quand on regarde les simulations qu'ont faites Météo France sur des scénarios type canicule 2003, les bois, quand il manque pas d'eau, on est jusqu'à 4 degrés de température en moins. Il fait 4 degrés de température au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes par rapport à la ville, mais ça réduit pas la température urbaine de 4 degrés. C'est pas ça. Alors, dans le bois, dans le parc, on peut atteindre jusqu'à 4 degrés, et cette fraîcheur diffuse autour du parc. Alors, jusqu'où? Jusqu'à combien? Dans quelles conditions? Ça, c'est plein de questions de recherche pour lesquelles il y a des réponses partielles ou pas partielles. Ça tient à la forme de ce qu'il y a autour. Donc, est-ce qu'il y a plein de rues en direction, on dit radiale, donc perpendiculaire au parc, du coup, qui vont permettre à la fraîcheur de se propager, ou est-ce que c'est que des rues parallèles avec très peu de connexion vers le parc? Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, ça dépend aussi de la météo dans la plus haute atmosphère. Est-ce qu'on est dans des conditions où l'air de la fraîcheur du parc va être assez contrainte dans le parc et peu diffusée, ou est-ce qu'à l'inverse, on a dans des conditions où cette fraîcheur va diffuser? Ça tient plus à la conception du parc ou de la ville, mais aux conditions météo que nous, au pied des vaches, on voit pas, mais qui sont des facteurs importants. Donc c'est pour ça que notamment les politiques d'ouverture des parcs la nuit peuvent être très importantes, parce que c'est pas garanti que cette fraîcheur diffuse tout le temps à la même distance, quoi. Alors là, je te torture parce que je sais que c'est pas ta. On arrive aux limites. On dépasse ton expertise, mais je trouvais que c'était intéressant de l'évoquer parce que moi, j'avais vu dans les. Et tu l'as un petit peu évoqué, mais dans les cahiers d'urbanisme de Paris, on voyait 2 avenues juste à 500 mètres de distance, je crois, le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens ou quelque chose comme ça de mémoire. Une arborée avec des platanes, une arborée avec des sophoras, et donc il y avait une différence de densité de la canopée qui laissait passer plus ou moins de lumière, je crois 20% pour les platanes et quelque chose comme 60% pour les sophoras. Et bref, on voyait une vue, une température de chaleur au sol qui était de l'ordre de 30-40 degrés pour le boulevard Haussmann avec des platanes et de 60
pour le boulevard des Italiens. Je ne sais plus si c'est le boulevard des Italiens, bref, un boulevard comme ça. Donc on voyait une différence de l'ordre de 20 degrés entre deux boulevards, simplement avec une différence d'essence. Bien sûr. Les essences, en fait, ça va changer beaucoup de choses aussi dans la manière dont on va ressentir, pas la chaleur de l'air, mais la manière dont on va ressentir la chaleur en ville. Donc les différentes essences vont avoir une influence, enfin, d'une essence à une autre, on aura des différences effectivement de transmission du soleil, hein, de l'épaisseur de l'ombre, de l'opacité de la couronne arborée. Donc effectivement, ceux à feuillage à couronne bien dense, bien complète, vont créer plus d'ombre que ceux qui sont le feuillage est plus éparse, plus ouvert. Donc ça, effectivement, c'est un premier paramètre. D'une essence à une autre, on va pas non plus évaporer la même quantité d'eau pour ça. Enfin, on n'a pas les mêmes besoins en eau et du coup, on n'a pas la même mécanique d'évapotranspiration non plus. Donc, le milieu urbain, c'est une zone très contrainte pour les arbres parce qu'il y fait plus chaud, il y a eu plus de pollution, moins d'eau, plus de lumière avec les interréflexions, etc. Donc, les arbres qui sont en ville répondent aussi à des contraintes d'adéquation avec ce milieu. Survivre aussi à l'élagage régulier, etc. Il y a aussi des paramètres du style est-ce que les fruits tombent et pourrissent au sol et ça favorise les rats ou autre chose. Ça fait partie des paramètres. Enfin, les figuiers, c'est sympa, mais quand les figues tombent au sol parce qu'elles n'ont pas été cueillies, ça devient glissant. Et ça sent mauvais parce que ça pourrit, etc. Donc voilà, il y a aussi des contraintes d'usage et d'acceptabilité liées à ça. Donc effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent là-dedans. Alors moi, effectivement, comme tu l'as dit, je suis pas du tout expert de ça. Par contre, en région Île-de-France, sur la ville de Paris, l'agglomération parisienne au sens large, il y a pas mal de travaux qui ont été faits par les services pour identifier des espèces qui répondent aux contraintes un peu urbaines, ne sont pas trop allergisantes et qui sont plus ou moins adaptées au climat futur. Pour justement s'assurer que ce qu'on plante aujourd'hui soit pas déjà obsolète dans 10, 20, 30 ans, puisque ça met son petit bout de temps à pousser les arbres quand on les plante jeunes. Donc on a beaucoup parlé des arbres et on va naturellement vers les arbres, mais quand on parle de végétalisation, on peut aussi parler d'arbustes, on peut aussi parler d'herbes. Quel intérêt, est-ce que ça a un intérêt substantiel de planter des pelouses, des arbustes en ville? Alors du coup, ça va répondre à différentes contraintes. Là où un arbre a besoin d'une profondeur disponible en sous-sol de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres pour s'enraciner et de façon à être heureux dans sa vie d'arbre, les arbustes et forcément la couche herbacée vont avoir beaucoup moins besoin de profondeur. Donc la végétation est intéressante du point de vue de l'adaptation au changement climatique pour plusieurs raisons. Alors il y a toute la partie chaleur, mais il y a aussi tout le volet biodiversité, le volet gestion de l'eau de pluie. Donc en ce moment, on a des gros orages avec beaucoup de ruissellement. Cette couche végétale basse va pouvoir retenir l'eau beaucoup mieux qu'un arbre sur un trottoir fermé, tout seul. Les buissons, c'est très important pour la biodiversité des oiseaux. Le sol aussi. Donc il y a ce volet biodiversité et il y a aussi le volet bien-être de façon générale, c'est-à-dire que on sait que les êtres humains sont très sensibles, aussi bien pour la santé mentale, mais pas que, par la vue de la végétation. Donc même une couche herbacée ou une couche arbustive va jouer là-dessus. Et enfin, les collègues épidémiologistes voient bien sur ces thématiques santé-climat qu'ils ont des réponses très très claires et très fortes sur la mortalité dans une zone donnée et la végétalisation de cette zone vue par satellite avec des indicateurs type NVDI pour dire bah oui en fait c'est très très bon de végétaliser. On ne sait pas forcément exactement pourquoi avec ce type d'analyse, mais on a une réponse tellement nette qu'il n'y a pas photo, il faut végétaliser le plus possible. C'est-à-dire concrètement, il y a beaucoup moins de mortalité dans les zones qui sont végétalisées que dans les autres, c'est ça? C'est mortalité et morbidité, donc maladie et mortalité. Il y a la question aussi des revêtements. Pareil, on voit qu'il y a des revêtements qui chauffent beaucoup plus. Du coup, quelles sont les pistes d'adaptation? Alors, quels sont les revêtements les pires, de ceux qu'il faudrait proscrire? Quels sont au contraire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait, on entend souvent peindre en blanc, débétonner, voilà, dans toutes ces pistes de solutions qu'on entend, quelles sont celles qui sont réellement efficaces et dans quel contexte? Alors effectivement, les revêtements et les matériaux urbains font l'objet de
beaucoup de recherches, beaucoup de discussions et de réflexions, aussi bien dans le monde de la recherche que dans le monde opérationnel. C'est notamment parce que on est tout ce qui touche à l'espace public, on est dans le domaine, dans l'ère de jeu des villes et des collectivités territoriales au sens large, puisque c'est elles qui sont maîtresses de ce qu'on y fait. Et donc là où on ne peut pas végétaliser, se pose effectivement la question de ce qu'on peut mettre comme matériaux. Alors je dis souvent, moi ça va faire maintenant plus d'une dizaine d'années que je travaille sur les revêtements urbains, et je dis des fois en rigolant que la conclusion de 10 ans de recherche sur les revêtements, c'est que c'est le gazon le meilleur. Par contre, on ne fait pas rouler un 35 tonnes dessus, surtout pas quand il a plu. Donc ça répond pas complètement à la question. Ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, on peut un peu décrire déjà de quoi on parle. Donc un revêtement, souvent il y a cette contrainte de la résistance mécanique, on l'a évoqué un peu tout à l'heure. On met différents types de matériaux. Il y a des matériaux avec du béton et des liants hydrauliques, plutôt du ciment, des choses comme ça. Il y a des enrobés bitumineux, donc qui vont plutôt être de couleur noire, puisqu'on utilise pour coller les gravats, les cailloux, les granulats, ensemble une colle à base de bitume, en quelque sorte. Ou du pétrole. Ouais. Ah oui, tout à fait, c'est un résidu du raffinage du pétrole. Qui, l'un comme l'autre, vont figer, l'un c'est le ciment, l'autre c'est le bitume, qui vont en gros tenir ensemble les cailloux, les granulats, pour faire une structure qui résiste à la circulation plus ou moins lourde, plus ou moins intense, etc. Là, on va commencer à parler d'un paramètre qui s'appelle l'albédo, donc c'est la proportion d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire. Donc, c'est pas juste la couleur, ça c'est quand même très important comme nuance à avoir en tête. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'énergie du soleil qu'on reçoit, quand on met la main à chauffer au soleil et qu'on ressent cette chaleur, il n'y a que la moitié de l'énergie qu'on peut voir avec les yeux. Parce que finalement, dans le spectre solaire, il n'y a que la moitié qui est du spectre visible. Il y a un petit peu d'UV qu'on connaît des coups de soleil, mais il y a aussi un bon 48% qui vient du rayonnement proche infrarouge. Donc c'est pas visible, on ne le voit pas, mais on le sent. Et dans les bilans énergétiques en ville, il est là aussi. Et du coup, l'albédo, c'est aussi bien le visible que le proche infrarouge et aussi un petit peu les UV. Mais du coup, la couleur, c'est que la moitié du signal, en quelque sorte. Donc, c'est pas parce que c'est blanc ou c'est pas parce que c'est noir qu'on va être soit réfléchissant, soit non réfléchissant. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans cette zone de proche infrarouge. Et donc, on a pour pousser l'illustration jusqu'au bout, il existe en Californie, par exemple, des peintures pour les toits qui sont rouges ou bleues ou noires, qui sont beaucoup plus réfléchissantes que leur alternative standard, simplement parce qu'on a travaillé sur la réflectivité de ces matériaux ou de ces peintures dans la zone du proche infrarouge. En ville, les matériaux qu'on met au sol ont globalement des albédos faibles. Donc, c'est-à-dire que l'albédo, c'est sans dimension, ça va de 0 à 1 ou de 0% à 100%. Et on va être autour de 0,1, 0,2, typiquement pour des surfaces en enrobé ou en béton. 10-20%, ouais. 10-20%. Alors l'enrobé bitumineux, il arrive, il est tout noir, tout frais, tout beau, il est même un peu réfléchissant, brillant d'aspect. Lui, il va absorber 95% de l'énergie du soleil à la base. Mais en vieillissant, en se salissant, il va s'éclaircir. Et ce faisant, il va devenir un peu plus réfléchissant. On va passer de 0,5 à 0,12, donc 5% à 12% de réflexion, typiquement dans Paris. À l'inverse, le béton, quand il est tout neuf, il peut démarrer à des réflectivités de l'ordre de 0,35, 35%. Comme dit des proches, sur un pantalon noir, les taches de boue, ça fait des taches claires, mais sur un pantalon clair, ça fait des taches sombres. C'est exactement pareil, enrobé bitumineux et béton. Le béton, en se salissant, en s'encrassant, en vieillissant, va devenir plus sombre, plus absorbant. Donc on va tomber à 0,2, 0,15 par là, au fil du temps. La question de la vitesse à laquelle ça change est un petit peu ouverte. Ça peut évoluer vite. Ça dépend du trafic, de qu'est-ce qui salit. Est-ce que c'est de la poussière? Est-ce que c'est des déchets végétaux? Donc ça dépend un petit peu de la saison aussi. Est-ce qu'il a plu et du coup ça se fixe? Il y a plein de questions comme ça qui se posent. Mais voilà. Et donc on peut travailler, tout ça pour dire, on peut travailler à augmenter l'albédo des surfaces en ville pour réduire la fraction d'énergie solaire qui est absorbée par les matériaux eux-mêmes. Et donc typiquement, on peut travailler sur des revêtements réfléchissants de chaussées qui vont absorber moins d'énergie solaire que ne le font les matériaux dits classiques. En France, on peut citer Toulouse, par exemple, qui a une réflexion assez poussée sur quels matériaux ils mettent en place où
avec des contraintes sur l'albédo. Donc ça veut dire que si les sols chauffent moins, ils vont moins chauffer la nuit. Donc on agit sur les chaleurs nocturnes. En revanche, ça va réfléchir plus la chaleur. Donc ça va pas poser des problèmes pour les passants Alors avec le voilà. stress thermique. Alors si on revient à notre image de la ville du Sud, alors des villes du Sud de l'Europe qui sont blanches, il y en a un certain nombre, hein, on peut citer Santorin parmi d'autres, en Grèce. Ces villes, si on refait notre imagination, notre expérience de pensée, de nous balader dans la rue entre midi et 16 heures, les rues sont vides, c'est notamment parce que les gens font la sieste, mais finalement, ces rues, en les rendant réfléchissantes, on crée littéralement un four solaire. C'est le principe du four solaire, où les parois sont réfléchissantes, on met quelque chose à cuire au milieu, sauf que dans une rue devenue très réfléchissante, ce qui est à cuire au milieu, c'est les piétons potentiellement, ou les arbres, ou le reste de la biodiversité. Donc en fait, augmenter simplement là où il y a dans les zones fréquentées l'albédo, ça peut avoir des contreparties assez néfastes pour le stress thermique. La température de l'air va avoir tendance à baisser, de jour comme de nuit d'ailleurs. Par contre, le bilan radiatif va se dégrader puisqu'on va recevoir du soleil d'en haut, mais aussi d'en bas, voire des côtés si les façades sont traitées également. Donc, c'est pas du tout immédiat de savoir, pour un contexte comme Paris, par exemple, ou en France, si c'est une bonne idée de tout repeindre en blanc, sans parler, comme je disais, de la durée de ce traitement, puisque ça va s'encrasser assez vite en fonction de plusieurs paramètres qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Et donc à l'inverse, si on suit ton raisonnement, ce serait plutôt intéressant de peindre en blanc ou dans des couleurs, comme tu mentionnais, en Californie avec des peintures spéciales, les toits. Et est-ce que ce serait intéressant de traiter les toits en France? Alors effectivement, augmenter l'albédo des toits, augmenter la réflectivité des toits ne pose pas du tout les mêmes problématiques puisqu'il n'y a pas de piétons. En tout cas, beaucoup moins. On ne l'a pas dit à l'instant, mais aussi, au-delà de réfléchir sur les piétons, ça réfléchit aussi sur les bâtiments, qui du coup, eux aussi, vont avoir des apports solaires toujours d'en haut, mais aussi d'en bas, donc supplémentaires. Sur les toitures, on n'a pas les mêmes problématiques, sauf à avoir un toit plus bas que les bâtiments à côté. Il y a des situations où il faut être un petit peu vigilant. Donc en Californie, ils ont été jusqu'à dire qu'en fait, maintenant, c'est la loi. Ils ont une réglementation à l'échelle de l'État de Californie, où pour tout local commercial construit, tout bâtiment commercial, qui sont souvent R+1, enfin des bâtiments pas très hauts, avec des surfaces de toiture assez étendues, historiquement traités avec des étanchéités bitumineuses, hein, donc plutôt absorbantes. Il faut avoir ce qu'ils appellent un cool roof, donc un albédo supérieur à une certaine valeur, ou alors une toiture verte, donc végétalisée. Ça, on le voit un petit peu apparaître sur les espaces analogues, les zones d'activité en France, où les centres commerciaux se rendent compte qu'en fait, depuis 2022, quand il fait très chaud, les groupes froids qui sont en toiture se mettent en défaut, se mettent en sécurité parce qu'elles dépassent la température seuil à laquelle elles se coupent. Et c'est notamment parce qu'en fait, elles sont entourées de ces toitures en étanchéité bitumineuse, donc absorbantes, et qui s'échauffent très fortement. Donc ça, c'est typiquement des surfaces qui sont traitées avec des matériaux réfléchissants, des peintures réfléchissantes. Pour savoir ce qu'il faut faire sur le bâtiment, sur un toit isolé, ça va être moins impactant sur l'intérieur. Ça va avoir un impact sur le microclimat, puisque cette chaleur sera plus stockée dans la ville, elle sera renvoyée dans le ciel. Par contre, pour les habitants, par exemple, ou les occupants d'un bureau en dessous, c'est pas tout à fait la même chose, parce que sur un toit isolé, on coupe déjà finalement la chaleur qui serait rentrée. Alors, on la coupe encore plus en la rendant réfléchissante, la surface, mais l'effet est beaucoup moins prononcé que sur une tôle qui était noire qu'on peint en blanc. Ça, c'est assez évident. Et par exemple, si on l'applique parce que Paris, il y a un gros sujet, c'est que alors j'ai pas le chiffre, mais il y a une grande partie des toits qui sont en zinc, qui chauffent très fort. L'ordre de grandeur du rapport de la peur sur les toitures, c'est 78% des toitures ont du zinc. Ouais. Donc ça chauffe très fort. Pareil, j'ai pas les chiffres, mais c'est 70 degrés, ça doit être quelque chose approchant, voire plus. Ça veut dire que il faudrait faire quoi dans l'idéal? Est-ce qu'on sait qu'il faut d'abord commencer par isoler? Est-ce que isoler ou alors il faut peindre en blanc? Enfin,
Grande question. Alors, le zinc a fait beaucoup couler d'encre récemment, depuis 2-3 ans, sur il a un faible albédo, il n'est pas isolant, etc. C'est lui, la faute, c'est de sa faute si tout se passe mal sous les toitures. Alors moi, je ne sais pas dire si c'est tout est de sa faute. Ce que je sais dire, c'est qu'en fait, à la pose, un zinc neuf a un albédo très élevé. En vieillissant, cet albédo se dégrade, puisqu'en s'oxydant, le zinc devient plus absorbant finalement. La critique sur le fait qu'il soit pas isolant, moi je la trouve assez géniale, parce que pour un matériau qui fait moins d'1 millimètre d'épaisseur, on pourrait mettre le matériau le plus isolant qu'on connaisse, et même lui ne fournirait pas d'isolation efficace pour ce qu'il y a en dessous. Finalement, on lui a jamais demandé d'être isolant, on lui a toujours demandé d'être, même pas d'être étanche, puisque c'est pas étanche, mais d'empêcher la pluie de rentrer sur une pente faible. Normalement, les habitats sous les toits parisiens historiques, il y a ce qu'on appelle les combles perdus, qui sont un volume d'air de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur entre la couverture et le plafond du logement en dessous. Très souvent, ça a été mangé. Quand les appartements de chambres de bonne ont été rassemblés, c'est pas rare de voir des situations où ces combles perdus ont été mangés pour faire un plafond cathédrale. Ça augmente les volumes, etc. C'est très sympa. Sauf que, du point de vue de la thermique du bâtiment, ce que ça change, c'est qu'on passe d'une lame d'air de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur pour couper un peu cette transmission de chaleur et pour aérer. Ouais. Bah, ça va alors, jusqu'où elle est isolante, c'est pas simple de répondre, mais voilà, elle est très ventilée, donc en fait l'air est renouvelé, ça brasse. Et du coup, ça coupe cette transmission par mouvement d'air. Je ne sais pas si on peut dire que c'est isolant, mais en tout cas, ça protège. À une lame d'air qui va faire, selon la norme, 4 cm d'épaisseur. Et 4 cm, c'est pas 40. Et du coup, pour le coup, là, même si l'air circule, il va s'échauffer et transmettre davantage la chaleur en dessous. Et il manquerait plus qu'on est peu isolé pour pas trop manger de volume à l'intérieur, qu'on serait bien embêté. Il y a aussi la problématique des fenêtres de toit, qui en fait sont des super capteurs solaires pour l'été, puisqu'ils sont sur pente faible. C'est difficile, aussi bien pour des raisons économiques que de validation réglementaire, de mettre un volet extérieur sur les Velux. Il y a plein d'endroits où on n'y arrive pas. Et en fait, même pour 1 mètre carré de surface, c'est 1000 watts qui rentrent une bonne partie de la journée, parce que c'est très dégagé, il y a très peu de choses qui font de l'ombre. Et donc en fait, on ne sait pas bien mettre le doigt sur la cause principale des malheurs des habitats sous les toits haussmanniens. Peut-être que le zinc a un rôle, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le seul. Il y a aussi ces histoires de fenêtres, c'est aussi ces histoires est-ce que c'est des logements qui sont ventilables facilement avec des circulations traversantes? Quand les appartements étaient réunis, plus que quand c'est encore des chambres de bonne. Quelle est l'isolation du toit? Souvent, elle n'est pas très importante, mais c'est très inégalitaire, on ne sait pas très bien. Donc, il y a plein de questions en fait sur les toits en zinc, et dire il faut tout peindre en blanc, on ne sait pas pour l'instant s'il faut tout peindre en blanc. Peut-être que ça changerait quelque chose, encore que. Et finalement, juste pour conclure, il y a une autre propriété du zinc dont personne ne parle, qui pourtant, du point de vue du thermicien, est fondamentale, c'est que donc on a parlé de l'albédo, qui est la capacité à réfléchir la chaleur du soleil, donc qui intervient plutôt en journée. J'ai parlé plusieurs fois du rayonnement thermique des surfaces. Ce rayonnement thermique dépend de la température de la surface, mais aussi d'une propriété qui s'appelle l'émissivité. Donc c'est la proportion de cette surface à émettre un rayonnement thermique proportionnel à sa température de surface. Dans la vie courante, la plupart des matériaux ont des émissivités élevées. Au-dessus de, donc pareil que pour l'albédo, on est entre 0 et 1, donc au-dessus de 0,8, 0,9, assez classiquement. Sauf pour les surfaces métalliques non traitées. Le toit en zinc est une surface métallique non traitée. Et donc on sait qu'à la pose, le zinc neuf, je le disais tout à l'heure, il a un albédo super élevé, très proche de 1 même. À l'inverse, il a une émissivité très proche de 0. Donc très très faible. Donc la chaleur qu'il va accumuler, il ne pourra pas, en tout cas tant que cette émissivité est faible, la restituer par rayonnement thermique, et du coup vers la voûte céleste. Donc il ne peut que la libérer par convection, échange avec l'air. En vieillissant, on sait que l'émissivité augmente. Nous, on a eu l'occasion de caractériser des surfaces de zinc qui étaient récupérées sur des toitures anciennes où on avait atteint la centaine d'années, et là on est très proche de 1 en émissivité. Mais à quelle vitesse on passe de 0 à 1 ?
est complètement inconnu. Ça dépend certainement du contexte, de la pollution de l'air, de la pluviométrie, de tout un tas de choses. En tout cas, on ne sait pas. Et donc, est-ce que c'est vraiment sur l'albédo qu'il faut jouer, ou est-ce que c'est sur l'émissivité, qui n'implique pas la couleur, puisque c'est que dans le thermique, est une grande question ouverte. Et est-ce que c'est la faute du zinc tout court, ou est-ce que c'est tous les autres paramètres qui dominent? Ça non plus, on ne sait pas. Tu le disais juste pour revenir là-dessus, tout à l'heure, oui, effectivement, il y a des propriétés mécaniques, des matériaux pour supporter des 35 tonnes. Hormis sur la route en elle-même, est-ce qu'il faut débétonner, typiquement? Alors oui, en fait, la réponse la plus courte à ta question, c'est que là où on peut, il faut végétaliser et débétonner le plus possible. Alors en zone urbaine dense, c'est compliqué parce qu'en fait, sous le trottoir, il y a plein d'infrastructures, des réseaux d'électricité, des réseaux d'eau, les égouts, les réseaux de télécom, les réseaux de gaz, etc., 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 le réseau de chaleur, le réseau de froid. Et donc en fait, c'est pas du tout des espaces libres qui sont juste refermés. C'est des espaces qui sont très densément occupés. Et qu'il faut donc protéger. Alors il y a un enjeu tu veux dire protéger ces infrastructures de la Ouais. chaleur? De l'eau, de la chaleur. Alors des deux. C'est-à-dire qu'il y a des zones où on ne peut pas juste l'ouvrir parce qu'il y a des choses en dessous qui ne sont pas compatibles avec de l'eau qui s'infiltre. À l'inverse, ces réseaux ne sont pas forcément compatibles avec des températures très élevées. On sait notamment que le réseau électrique, il y a des points de jonction qui claquent quand la température dépasse un certain seuil. Donc il y a un enjeu aussi à ce que ces trottoirs soient pas trop chauds pour que le réseau tienne, notamment au pic de chaleur si tout le monde a la clim. Ça serait pas mal. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Avec cet objectif que voilà, débétonner le plus possible, là où la contrainte mécanique ou la contrainte de circulation le permet, désimperméabiliser là où c'est possible, végétaliser le plus possible. Mais forcément, il y a des zones où on ne pourra pas. Et quand bien même on pouvait, est-ce que les citadins en plein cœur de Paris ou d'autres agglomérations sont prêts à accepter que le jour où il pleut, c'est la gadoue sur le trottoir? Pas forcément. Donc il y a aussi cet aspect-là à avoir en tête. Et c'est pas forcément nécessaire, parce qu'il y a, un des avantages, entre guillemets, de ces rues canyonnes, c'est qu'on a quand même pas mal coupé d'ensoleillement. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas juste mettre à l'ombre ces systèmes-là? Je vais dire un truc, un peu une banalité, mais un revêtement réfléchissant en plein soleil, c'est une chose. Mais un revêtement réfléchissant dans une rue super étroite qui voit 1 heure de soleil par jour, comme dont tu parlais tout à l'heure, ça n'a plus du tout le même intérêt, puisqu'en fait, le moment où cette propriété qu'on lui demande a un rôle, est beaucoup plus restreint en durée dans le temps. C'est pareil sous un arbre ou sous une ombrière. Est-ce que dans les villes, il y a des zones à enjeu? J'avais entendu cette expression qui semble être une expression consacrée, c'est-à-dire des zones où les populations souffrent particulièrement. Et comment on identifie ces zones-là? C'est une bonne question. Il y a différents types d'analyses qu'on peut faire pour analyser les enjeux, comme tu dis, la vulnérabilité à la chaleur. Il y a à la fois ce qu'offre l'espace public. Est-ce que dans l'espace public, on a une proximité à des espaces verts? Est-ce qu'on a une proximité à des îlots de fraîcheur, à des fontaines, à des choses comme ça? Il y a une forte dimension qui est difficile à capter sur la qualité de l'habitation. Parce que si, selon qu'on habite une passoire thermique qui, du coup, en été, se comporte aussi mal, potentiellement, c'est pas la même chose que si on habite un 3 pièces traversant avec ombrière, ou ombrage avec des stores, etc., qui est isolé. Donc ça va être un peu ça va être très multicritère. Il y a des choses sur des indicateurs socio-économiques un peu classiques. On sait que les personnes âgées sont plus à risque. On sait que les très jeunes, les petits-enfants sont plus à risque. On sait qu'on a moins de moyens de s'adapter ou de partir quand on est en bas de l'échelle socio-économique que quand on est en haut, etc. Donc il y a des choses un peu, on va dire, les inégalités socio-économiques classiques. Mais il y a aussi cette dimension urbaine et d'habitation qui vient s'y superposer. Et après, il y a un dernier aspect, c'est le climat urbain lui-même qui vient se superposer à tout ça. Deux personnes qui ont les mêmes problématiques de logement ou socio-économique en centre-ville ou en périphérie ne connaissent pas le même climat urbain, tout simplement. L'îlot de chaleur urbain n'aura pas la même intensité pour ceux en périphérie que ceux en plein centre-ville. Donc c'est plusieurs couches qui viennent se superposer.
qui ne se superposent pas forcément bien, et voire généralement jamais bien, avec les délimitations de gouvernance. Et donc, typiquement, même le Grand Paris est petit par rapport à l'agglomération parisienne. Mm. Donc, c'est assez, du point de vue du climat urbain, c'est un peu comme les bassins versants pour les gestions de l'eau. Tous les agences de l'eau réfléchissent à l'échelle du bassin versant. On n'a pas d'agence du microclimat urbain ou de la chaleur en ville qui gère à l'échelle du bassin versant thermique le territoire. Est-ce que pour adapter nos villes, on doit créer des îlots de fraîcheur, des endroits où les gens peuvent se réfugier? C'est vers ça qu'on va tendre aujourd'hui pour supporter, on parlait tout à l'heure de potentiel canicule à plus de 50 degrés dans nos villes. Alors, la notion d'îlot de fraîcheur, je vais me permettre de proposer une définition. Donc, elle est sortie par contraste avec l'îlot de chaleur. Et parmi les plus anciens travaux qui parlent de ça, il y a l'îlot de fraîcheur des parcs, puisque c'est en étudiant les parcs, les premiers qui ont étudié les parcs dans les années 90, qui parlaient justement, ou même avant, de ce phénomène d'îlot de fraîcheur du parc, où le parc offrait de la fraîcheur par rapport à ses alentours. Et du coup, ensuite, tout espace offrant de la fraîcheur relative par rapport aux environs immédiats est devenu un peu un îlot de fraîcheur. On peut pousser plus loin en parlant de refuge de chaleur ou de refuge climatique, qui serait tout espace intérieur comme extérieur qui permettrait de se réfugier des éléments de la partie surchauffe, de la partie chaleur extrême. Et donc là, on parle de zones climatisées ou d'espaces intérieurs climatisés ou pas d'ailleurs, puisque dans les cartes d'îlots de fraîcheur qu'on a sur Paris, il y a les églises, typiquement, avec la maçonnerie qui reste fraîche en journée. Et je pense effectivement c'est un futur possible pour les villes, puisque finalement, on parle quasiment exclusivement des chaleurs extrêmes, c'est normal, c'est mon sujet, mais il y a tout le reste de l'année, il continuera de faire froid par moment, ou il continuera de faire un peu juste à d'autres moments, et finalement, tout couvrir le plus possible pour qu'il n'y ait pas une once de soleil qui rentre et la moindre chaleur, c'est peut-être bien pour l'été, mais pour les intersaisons et pour l'hiver, ça va être un peu frustrant si on ne peut pas aller se dorer la pilule un petit peu. Avoir le choix, je pense que c'est assez important. Et d'ailleurs, quand on travaille avec des collectivités ou des porteurs de projets, on dit jamais il faut que la carte soit bleue partout. Il faut qu'il y ait du bleu. Parce qu'il y a des moments où on aura envie de pouvoir se cacher, se réfugier. Et il y a des moments où on aura envie d'aller là où c'est rouge parce que c'est agréable en intersaison. Souvent, quand je parle des cartes de stress thermique, je dis ça c'est rouge, c'est dangereux si vous passez la journée là. Mais en fait, il y a aussi les contrastes qui nous plaisent beaucoup, nous, êtres humains. Un des endroits où beaucoup de gens se réunissent, alors ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est la plage. Si on regarde une carte thermique, la plage, c'est super rouge, parce qu'on est en plein soleil, il n'y a pas une once d'ombre, le sol est super brûlant. Et puis après, il y a l'eau, qui potentiellement est à 20 degrés, est super froide, c'est super bleu. Si vous restez dans le bleu trop longtemps, vous allez tomber malade. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à faire des allers-retours entre le très très rouge et le très très bleu. Et il y a plein de gens qui adorent ça. Donc finalement, les îlots de fraîcheur vont avoir du sens là où elles créent du bleu sur des étendues de rouge. Mais il ne faudra pas que tout soit bleu non plus. Est-ce qu'il y a des pistes d'adaptation qui sont intéressantes et qu'on pourrait aller on pourrait s'inspirer de villes du Sud notamment qui sont habituées à la chaleur depuis très longtemps? Est-ce qu'il y a des pistes d'adaptation comme ça qui pourraient nous inspirer? Alors, il y a des choses qui peuvent et qui inspirent, en fait, puisque typiquement, dans les villes du sud de l'Europe, on a des villes où il y a des systèmes d'ombrières au dernier étage qui coupent le soleil pour la rue, qui peuvent même être rouvertes la nuit pour que la chaleur puisse se ressortir. Et on voit aujourd'hui des réflexions là-dessus sur Paris. On voit maintenant les aires de jeu qui ont des ombrières de plus en plus. Qui sont là qu'en été, qu'on dépose sur l'intersaison et sur l'hiver. Donc ça, c'est fait un exemple parmi d'autres. Donc tout ce qui va être végétalisation, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça, évidemment, ça reste des choses qui sont adaptées en fonction du climat avec les essences, etc. Il y a la présence de l'eau. Oui, toi, tu as fait ta thèse là-dessus, si je dis pas de bêtises. Absolument. Moi, j'ai fait une thèse sur le rafraîchissement par arrosage à l'eau non potable, puisque Paris a 2 réseaux d'eau, un potable qu'on connaît tous, et l'eau non potable, c'est celle qui coule dans les caniveaux ou qui remplit les laveuses.
Mais on va en parler, mais justement, d'un point de vue de béotien, on se dit arroser la ville comme ça, c'est de l'eau gaspillée et ça rafraîchit pas. En fait, c'est pas du tout ça. Alors, c'est pas que c'est pas du tout ça, c'est que c'est nuancé Mm. comme la plupart des choses. Ce que montrent les travaux des collègues à échelle de l'agglomération parisienne, c'est que typiquement, l'arrosage urbain n'a aucun sens dans les zones non denses, quoi. Que dès qu'on sort de la petite couronne, on est beaucoup moins efficace que la végétalisation, mais le potentiel de végétalisation est beaucoup plus élevé au-delà de cette zone ultra dense pour Paris qu'en centre-ville, puisqu'en centre-ville, c'est déjà ultra occupé et il y a toutes les contraintes dont on a parlé d'occupation du sous-sol. En fait, il n'y a pas de solution miracle, hein, ni tout peindre en blanc, ni tout peindre en vert, ni tout peindre en bleu. Mais selon les contraintes de chaque site, les différents leviers auront peut-être plus de facilité à être activés que d'autres. Toutes les fontaines miroirs d'eau, avec les jeux d'eau dans lesquels les gamins adorent jouer. Comme à Bordeaux, par exemple. Comme à Bordeaux, mais il y en a à Paris, il y en a à Londres, il y en a partout. Ça, c'est des super exemples d'arrosage urbain dont on a tué le nom, mais finalement, c'est un sol mouillé où il y a un peu il y a une touche artistique qui est rajoutée avec la danse des jets d'eau, etc. C'est génial. Les enfants adorent. Et on a beau être en plein soleil, ces espaces-là sont plus frais. Alors, c'est jamais aussi frais que d'être à l'ombre, ça c'est sûr. Et ça protégera jamais des coups de soleil, etc. Mais dans des contextes particuliers, ça peut avoir du sens d'avoir ça. Ces fontaines miroirs d'eau qui, du coup, l'épaisseur d'eau étant faible, l'eau s'échauffe assez fort au soleil et du coup s'évapore beaucoup. Donc on réduit comme ça la température de surface d'une quinzaine de degrés quand on est au soleil. Pour un impact, si on traite une portion suffisamment large et longue de l'espace, qui peut atteindre le degré de température d'air et 3 degrés en température ressentie. Alors ce 3 degrés est à mettre en relation avec le 10 de la pleine ombre des arbres bien grands, bien matures, ou de la pleine ombre des bâtiments. Mais on n'a pas créé d'ombre. Finalement, on n'a rien touché. On a juste mouillé par terre. Et ça, y compris à l'ombre, ça peut avoir un intérêt ou c'est simplement au soleil? Finalement, c'est un intérêt en fonction des espaces dont on parle. Donc, c'est là où c'est intéressant de réfléchir et de discuter avec ceux qui conçoivent les espaces, parce que sur un parvis de gare, par exemple, où on sait que le matin tôt et le soir, il y a l'afflux de circulation piétonne pour arriver ou rentrer, ça, c'est peut-être des moments stratégiques où ça a du sens de traiter ce type d'espace, parce qu'on ne peut pas, parce qu'en dessous, il y a le parking, parce qu'en dessous, il y a tout un tas de contraintes, tout planté, tout ombragé. Offrir un passage où il y a cette fraîcheur supplémentaire qui peut être produite. Finalement, on a appelé ça arrosage urbain, mais c'est une espèce de transpiration urbaine. Nous, on transpire, on peut faire transpirer la ville. La question du gâchis, c'est quel est le bénéfice en face et pour combien de personnes. Et c'est là aussi où la densité joue en faveur de l'arrosage, c'est que arroser les 10% d'espace public jugés comme stratégiques du point de vue de la chaleur à Paris, pour une journée, on est à 6000 mètres cubes jour. Rapporté à 2 millions de Parisiens, et encore, on ne parle pas de l'afflux de gens qui viennent travailler, on est à 3 litres par personne par jour. C'est le petit bouton des toilettes quand on tire la chasse d'eau. Je ne dis pas que c'est trop ou pas assez, c'est pas tellement la question. Parce que, est-ce que j'aurais pu en échange éviter... Non, mais l'ordre de grandeur est assez faible. Mais l'ordre de grandeur est tout à fait... n'est pas ahurissant. Ouais. Et la question, c'est où est-ce que ça a du sens de le faire ? Et est-ce que c'est 10% ? Est-ce que c'est 1% ? Est-ce que c'est 5% ? Enfin, ça, c'est des vraies questions politiques à laquelle moi, je n'ai pas apporté la réponse. Moi, je sais dire combien ça consomme d'eau, pour quel bénéfice on peut en attendre. Dernière question, est-ce que en France, il y a des villes particulièrement intéressantes, des villes pionnières en termes d'adaptation qui mènent un peu le peloton ? Alors, peut-être qu'on peut dire il y a deux familles. Il y a des villes qui travaillent depuis longtemps avec la communauté scientifique qui touche à la climatologie urbaine. Donc, c'est Paris, c'est Toulouse, c'est Nantes, c'est Dijon. Il y a Lyon aussi. Il y a aussi des villes qui se sont lancées plus récemment ou pas, mais où ça repose moins sur une collaboration locale, parce que peut-être qu'il n'y a pas le même nombre d'interlocuteurs. C'est une conviction politique où ils partent sur cette conviction et ils poussent très loin le curseur de la végétalisation, de l'adaptation à la chaleur. En France, aujourd'hui, il commence à y avoir quand même beaucoup de communes qui commencent à avoir pris conscience de l'enjeu.
Moi, quand j'ai démarré ma thèse en 2013, c'était un peu bizarre. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, ça reste assez inégal, mais le plan national d'adaptation au changement climatique vient un peu faire prendre conscience à tout le monde que, oula, même l'État dit que, finalement, il y a plutôt beaucoup de communes et de métropoles et d'agglos en France qui s'y sont mises bien avant que ça devienne un sujet porté par l'État. Martin Hendel, un grand merci d'être venu au micro du Green Liter Club. Bah de rien, merci de l'invitation. Et à bientôt.